Ici Nicolas Karabatic. Ici Thierry Omeya. Ici Daniel Narcisse. Alors ici Jérôme Fernandez. Bienvenue sur la radio Talk and Sport. Retrouvez Andé, animé par Ludovic Gavard. Salut à tous, vous écoutez RTS, c'est Frédéric Brindel. Comme vous, je ne peux pas décrocher de cette radio, elle est vraiment bien. Allez, bonsoir à tous, chers auditeurs. Faites comme Frédéric Brindel, écoutez-nous. Et bonsoir à toutes aussi. Je sais qu'il y a pas mal de demoiselles et de dames qui nous écoutent. Ne les oublions pas. Et au passage, nous avons entendu votre demande de recevoir un peu plus d'invités féminines dans notre émission. Vous inquiétez pas, on a mis Michael Hilès sur le coup. On va s'en occuper. Émission fort intéressante, comme à son habitude, car dans moins d'un quart d'heure, nous recevons Pakti Hong, agent de joueur, notamment de Nicolas Karabatic et bien d'autres. On va pouvoir connaître une autre facette d'un métier qui gravite autour du handball. On va parler également de la Coupe de France, on connaît les demi-finalistes. Qui va pouvoir empêcher Montpellier de l'emporter? La réponse peut-être avec nos spécialistes. Après avoir fait tomber Chambéry pour la première fois de la saison, Tremblay reçoit Montpellier pour le compte de la 18e journée de la LNH. Alors, on va en parler de ce choc à 2 jours du match. Élu meilleur joueur du mois de janvier de Pro D2 avec son équipe de Mulhouse, ils sont toujours en course pour l'accession directe à la division supérieure. Victor Boileau sera notre invité dans moins d'une heure. Et on clôturera cette émission par l'édito de Benoît Perabou. Bien entendu, on parlera également des matchs à venir de la LNH, notamment avec un Toulouse-Saint-Raphaël. Pour m'accompagner ce soir, ai-je vraiment besoin de vous les présenter? Ces articles font sensation chez notre partenaire de Hand Planet. Il s'occupera ce soir de vos questions sur le chat et de notre page fan. Thomas Mirad est avec nous. Salut Thomas. Salut Lusa, salut à tous. Autant décalé que ses interviews, la voix de liberté pour les auditeurs, Stan Aguilar. Salut Stan. Hola, ¿qué tal? Bien et tout? Alors, le verbe facile, beau gosse, une reprise culte, une accession à la LNH qui lui tend les bras. On parle bien évidemment de Michael Hilès. Salut Mika. Ah, il a coupé. Non, il est avec eux. Avec notre futur invité, j'essaie de régler les problèmes techniques. Ah, ouais. J'espère que tu as entendu quand même les compliments. J'espère. Tu me les rediras. Il écoutera le podcast. Si on devait choisir le joueur qui représente le mieux le handball, il ferait sans aucun doute un favori. Ils sont unanimes pour ceux qui ont la chance de le rencontrer. Grâce à lui, Handé RTS ne cesse de grandir. Merci Benoît Perabou d'être avec nous. Merci à vous et bonsoir à tout le monde. Il essaie de faire de la technique, Mika, il a vu qu'il pouvait avoir une voix à l'interview décalée, donc du coup il s'est mis dans la mise en place de Skype. La mise en place de Skype, exactement. Donc malheureusement, on devait recevoir Sébastien Mangin. Il est absent, il est en rééducation, donc c'était pas prévu. On l'aura sûrement la semaine prochaine, voire même peut-être avant, qui sait. Donc on s'en excuse auprès de tous ces fans, de tous les auditeurs qui avaient posé des questions. C'est juste partie remise. Donc on va peut-être commencer par cette Coupe de France. Il y a eu quand même une grosse surprise avant de parler forcément de Montpellier, mais Istres qui élimine Saint-Raphaël. 41-40. Alors attention, beaucoup de s'est posé de questions. Comment ça se fait, les gardiens ont été nuls, 80 buts dans un match? Non, ça s'est joué après, au tir au but. Il y a eu 33-33 au cours du temps réglementaire. Istres fait une bonne performance parce qu'on voyait bien c'est Saint-Raphaël en finale quand même. Ben. Ouais, Istres est vraiment, depuis sa victoire à Dunkerque, est sur une très bonne dynamique. Là, ils ont enchaîné leur 4e victoire d'affilée, je crois. Ils réussissent un très beau parcours et dans l'objectif avant tout de maintien, ils engrangent pas mal de confiance. C'est vrai que l'arrivée de leurs deux recrues, le grec comme le tchèque, leur apporte pas mal de solutions en attaque comme en défense et leur permet d'avoir une meilleure assise qu'ils avaient à une période et donc du coup d'engranger ces victoires qui sont très importantes dans l'état actuel de leur classement en LNH. Alors, on pensait, Mika, que cette équipe de Saint-Raph allait pouvoir s'imposer. En fait, on s'aperçoit que c'est une bonne bouffée d'oxygène pour Istres, cette Coupe de France. Oui, ma foi, c'est une bonne bouffée d'oxygène. Ils sont sur une bonne dynamique après avoir été battre Dunkerque, après avoir battu Tremblay. Ils sont en pleine forme et c'est de bon augure pour eux pour la suite du championnat, pour essayer de se sauver. Alors il y a forcément une équipe qui explose tout, même si ça n'a pas été aussi facile qu'on aurait pu le croire. C'est Montpellier face à Saintes, 29-21 pour Montpellier. La question que tout le monde pose, qui peut empêcher de Montpellier de gagner cette Coupe de France? Messieurs, peut-être personne, peut-être Istres, qui sait, ou alors
peut-être Montpellier peut s'auto-détruire avec un trop plein de confiance. Benoît, un petit avis sur Montpellier qui va gagner sûrement le championnat et la coupe? Je pense que sur un week-end, ouais, ils sont vraiment très très compliqués à battre. Ils ont vraiment des ressources tant au niveau de l'effectif, en niveau quantité qu'en niveau qualité. Donc c'est vrai que ça risque d'être vraiment compliqué pour les autres équipes de battre Montpellier. Ouais, mais est-ce que l'accumulation de matchs ça fait pas qu'aussi un petit peu le physique peut jouer à un moment donné dans la saison? Ouais, mais après voilà, il y aura beaucoup d'indices déjà après le week-end de Ligue des Champions. Est-ce que ils vont réussir à passer ce tour de Ligue des Champions? S'ils le passent pas, ils auront plus d'autres échéances que cette Coupe de France parce que le championnat est presque déjà acquis à leur cause. Donc Canaillé a la force de regrouper ses troupes sur des moments importants. Donc cette coupe-là, je pense pas qu'ils la laisseront partir. Après, si jamais ils se qualifient en Ligue des Champions, c'est vrai que l'accumulation des matchs peut rendre un peu plus compliqué cette coupe, mais je pense qu'ils ont quand même les ressources, tant au niveau, comme je disais tout à l'heure, quantité que qualité pour encore prendre ce trophée. Alors il y a Montpellier qui a battu Saintes 29-21. Est-ce que Thomas, toi, Montpellier qui est quand même engagé, comme on l'a dit, sur 3 tableaux, la Ligue des Champions, un match ô combien important face à Barça, hein, qui d'ailleurs, une petite parenthèse, a perdu en finale de la Coupe du Roi. On en reviendra face à l'Atlético de Dinard et d'Abalo. Donc Montpellier est bien parti. C'est vrai qu'il joue sur trois tableaux, Thomas, mais on sent quand même que Canaillé va bien gérer son effectif. Ouais, mais ce que disait Stan est pas bête, mais je pense que derrière, il y a quand même un effectif assez conséquent. Puis ils sont à peu près les entrants quand ils apportent du 109, ça marche. Puis ils étaient quand même menés à Saintes et c'était assez surprenant, je dois dire. Après, ils ont repris leur marche en avant. Mais c'est vrai que pour te répondre à ta question, qui peut les arrêter, peut-être Istres, qui sait, sur un match face aux champions, l'équipe à battre, ils peuvent se sublimer, puisqu'ils ont quand même battu Seraf, qui est une bonne équipe aussi, donc pourquoi pas Istres, mais ça va être compliqué pour les empêcher de gagner cette Coupe de France. À noter que Istres avait réussi à battre Montpellier en finale de la Coupe de la Ligue à Miami il y a je sais plus 3 ans ou un truc comme ça. Donc ils réussissent, ils peuvent le faire quoi. Donc ils l'ont déjà fait. Ils l'ont déjà fait. Il y a peut-être aussi cette équipe de Nantes qui s'est qualifiée au détriment du Paris Handball, hein, 30-23. Cette équipe de Nantes qui est quand même, enfin voilà, Istres peut peut-être avoir peur au niveau du championnat et jeter toutes ses forces dans la bataille parce qu'ils sont loin d'être sauvés. Par contre, Nantes, eux qui sont un peu dans le ventre mou du championnat, peut-être jeter toutes ses forces dans la bataille pour cette Coupe de France et pourquoi pas essayer d'atteindre cette finale et aller titiller Montpellier. Qu'est-ce que t'en penses, Benoît? Moi, je pense que Nantes, c'est vraiment le vrai outsider de cette compétition. Ouais. Je pense qu'ils ont la qualité pour vraiment gêner Montpellier. Donc après... pour eux, il faut qu'ils les évitent en demi-finale et pour les rencontrer sur la finale pour que tout se joue sur un match, sur une grande finale à Bercy. Mais c'est vrai que je vois bien s'ils les évitent en demi-finale, un Montpellier-Nantes en finale avec un match de très bonne qualité parce qu'il y a vraiment de très bons joueurs et c'est des joueurs de coupe en plus. Thierry Anti, l'entraîneur de Nantes, est très friand de ses coupes. Et il les affectionne beaucoup et il mettra vraiment tout en œuvre pour justement que son équipe gagne un trophée qui fait partie des ambitions de Nantes dans ce championnat. Alors, monsieur Onk Bakhti sera avec nous dans moins de 10 minutes. Hein. Alors, on pourra lui poser toutes les questions. On va continuer quand même avec cette Coupe de France. Il y a Ivry-Cesson. Alors, belle perf d'Ivry, 31-23. C'est quand même un score assez large face à Cesson. C'est pareil, assez étonnante quand même ce score face à une équipe de Cesson qui se porte plutôt bien dans le championnat, Thomas. Ouais, Cesson qui est pas trop mal, mais je pense que le phénomène Cesson commence un peu à s'essouffler. Ce que j'ai remarqué après cette défaite qui leur
leur facilite pas la tâche, mais c'est vrai qu'au début de saison, ils étaient meilleurs. Ils étaient plus performants et là ils sont en train un peu de baisser de pied, mais cette défaite face à Ivry, et puis Ivry, revenant sur Ivry quand même, qui réagit bien, puis la coupe ça peut faire une bouffée d'oxygène avec le championnat qui est compliqué, avec cette place un peu handicapante près de la relégation, donc la coupe c'est toujours une bouffée d'air frais et ça peut insuffler une dynamique, donc c'est Ivry qui a fait une belle performance et pourquoi pas rebondir et s'appuyer sur ça pour lutter pour le maintien. Alors justement, Mika, on parlait tout à l'heure quand tu étais un peu en off. Est-ce que psychologiquement parlant, le fait que Ivry et Istres soient encore dans la course pour la Coupe de France, est-ce qu'ils ils vont pas miser plus sur le championnat où ils sont en délicatesse que par rapport à Cesson ou Nantes qui peut peut-être laisser passer un match et se concentrer sur la Coupe? C'est à double tranchant. Alors après, je vais peut-être répéter un peu ce qui s'est dit, comme j'ai pas entendu, mais c'est vrai que il faut qu'ils se concentrent à la fois sur le championnat, qu'ils mettent toute leur force dans le championnat pour essayer de se sauver, et à la fois, comme disait Thomas, des victoires en Coupe de France. Je l'ai vécu avec Angers, ça dynamise un groupe. Alors quand on arrive à battre des grosses équipes à l'image de Istres, c'est encore mieux. Du côté d'Ivry, ils n'ont pas fait non plus des performances exceptionnelles. Ils ont battu, je crois, Créteil et Cesson, qui sont des équipes tout à fait à leur portée. Donc ils ont eu un tirage au sort favorable, ils s'en sont bien sortis, ils en ont tiré le meilleur. Maintenant, la fin de saison risque d'être compliquée pour les deux équipes et il va falloir que les coachs prennent la mesure pour réussir à gérer les deux tableaux ou pas. Mais bon, maintenant qu'ils sont en demi-finale, il y a plus de raison de pas jouer ces demi, parce que une finale de Coupe de France, ça se refuse pas, et on sait jamais, peut-être un titre au bout. Alors quitte à descendre, un titre de plus. Les titres, on les a pas tous les ans, quoi. Un petit mot quand même, Benoît et Stan, sur cette équipe d'Ivry. Bah Ivry qui a plus que... Bah, ce qui est bien aussi, c'est le charme de la coupe. On parlait du charme de la Coupe de France en football. Bah, si le charme de la coupe peut se faire aussi en hand, bah, c'est parfait, hein. Donc Ivry, bah, qui donne toutes ses forces dans la bataille pour cette coupe. Moi j'avais une petite question. Les places qualificatives Coupe d'Europe s'arrêtent à la 3e, 4e place, c'est ça? C'est 3e et après ça dépend des résultats des coupes en fait. D'accord, donc Nantes, à un moment donné, soit ils misent à fond sur la coupe, ou soit ils misent à fond sur le championnat. Mais je pense que Nantes, à un moment donné, s'ils n'arrivent pas à suivre, ils vont aussi miser le tout pour le tout dans la coupe. Donc Ouais, je te dis, comme je disais tout à l'heure, avec Anti en plus, l'entraîneur qui est vraiment un adepte de cette compétition, je pense que voilà. À rappeler qu'une nouvelle règle, c'est que de finir en finale contre Montpellier n'est pas suffisant pour être européen. Il faut vraiment gagner la Coupe d'Europe pour être européen. Si Montpellier gagne, ça donnera une place de plus en championnat. Mais le fait d'être finaliste ne permet pas, parce qu'avant, les autres années, le fait d'être finaliste contre Montpellier donnait une accession en Coupe d'Europe. Là, ce ne sera plus le cas. Il faut vraiment gagner la Coupe, ou donc, si jamais c'est Montpellier qui gagne la Coupe, ça donnera une place en plus dans le championnat, donc ça qualifiera la 4e place. Ouais, une place que jusqu'à beaucoup d'équipes souhaitent l'acquérir, jusqu'à Tremblay, hein, Benoît. Mika, un petit mot quand même sur cette équipe de Nantes qui, je pense qu'on est unanime, est peut-être l'équipe qui peut titiller Montpellier, la plus armée, on va dire. Ah, petit souci avec Mika, il est reparti du côté de Hong Bakti qu'on va recevoir dans quelques instants. Il la veut savoir. Excusez-moi. Tu seras obligé de la faire alors. Ouais, tu seras obligé là, c'est obligé. Il se donne les moyens. Répète-moi ta question, excuse-moi. Ouais, donc Mika, je te disais juste qu'on est unanime avec l'équipe RTS, on pense que Nantes est peut-être le mieux armé pour aller chahuter Montpellier. Ah, c'est sûr, sur le papier, c'est eux qui sont le mieux armés, et pour peu qu'ils arrivent à tous être bons en même temps, il y a vraiment une équipe intéressante. Maintenant, depuis le début de la saison, ils ont, comme toutes ces équipes un peu qui luttent pour la 3, 4e place,
Ils ont eu des hauts, des bas, ils ont fait des très belles performances, ils ont été capables de faire des performances beaucoup moins intéressantes. Donc sur le papier, c'est eux qui peuvent inquiéter Montpellier, mais encore une fois, Canaillé, c'est un lâche-rien, je le vois pas lâcher la coupe et je vois pas comment elle pourrait leur échapper. À part, peut-être moi, à l'image de ce que disait Benoît tout à l'heure, Istres, c'est vraiment une équipe de coupe. C'est une équipe qui est capable de faire vraiment des choses extraordinaires. On sait pas comment. D'un seul coup, ils défendent comme des morts de faim. En attaque, ça part de partout. Il y a des tirs à travers qui partent. On sait pas d'où ça vient. Donc peut-être qu'ils peuvent surprendre aussi. Ouais. Bah, affaire à suivre. Les demi-finales le 28. Merci Ben. Parfait. Non, mais je crois, j'étais en train de vérifier, mais je crois que c'est ça. Mais justement, ça montre encore qu'il va falloir faire des choix pour certaines équipes parce que c'est un mercredi, donc au milieu d'une semaine de compétition. Donc il y a certaines équipes qui vont être peut-être en délicatesse par rapport au choix en fonction du tirage. Donc ça peut être, voilà, ça peut avoir son incidence aussi. Ouais, peut-être. Qui sait. Effectivement, et puis comme je le disais, peut-être que le fait de jouer aussi le maintien psychologiquement. Est-ce qu'on peut être à 100%? J'imagine que oui, mais voilà, on a peut-être aussi, on n'est peut-être pas lâché comme il faudrait. Donc on va recevoir tout simplement Monsieur Hong Pacti qui pourra nous parler un peu de ce métier qui est tout à fait à part, mais qui est quand même gravite autour du handball. Juste quelques petits manips à faire. Stan va s'en occuper. Voilà, c'est fait. Donc on a parlé de la Coupe de France, affaire à suivre. Montpellier qui sont bien partis pour aller la décrocher, mais derrière, on va voir un peu comment ça va se passer. Voilà, on va passer maintenant avec notre premier invité. Bonsoir, Bactillon, comment allez-vous? Allô, bonsoir, est-ce que vous m'entendez? Je crois que Mickaël, il est pas prêt d'avoir ça. Il avait un petit décalage avec moi tout à l'heure, mais ça allait. Ça marche là, ça a l'air de marcher là. Voilà. Vous m'entendez Alors, ouais, très bien, ouais. Alors bonsoir, merci d'avoir accepté l'invitation. On n'a pas eu d'agent de joueur, on a eu à peu près toutes les à l'arbitre, les joueurs, mais pas d'agent. Donc on a beaucoup de questions à vous poser et beaucoup de questions aussi de nos pas d'argent. Pardon? Ouais, passez. Mickaël et Benoît s'en chargent. Y a pas de souci. C'est prévu dans le c'est bizarre, elle est vraiment dégueulasse. Bon, ça va, si. Il est là, Ben? Il est là, oui. Allez, Bacti. Ça va? Très bien, merci. Alors, tes vieilles jambes. Ça tient, il est encore là, le vieux. Première question quand même pour vous. Le rôle, on va dire le rôle d'un agent de joueur. C'est vrai qu'on a un petit décalage, c'est la première fois que ça arrive. Donc, première question que tout le monde se pose, quel est un peu le rôle d'un agent de joueur si c'est de promouvoir son protégé, quoi. Excusez-moi, j'ai pas entendu la question. J'ai entendu juste la fin, quel est le rôle, mais c'est un problème de ligne. Ouais, on a un petit souci technique. Je vais vous la reposer, Pacti, en espérant que vous m'entendez bien. Tout simplement, quel est le rôle d'un agent de joueur? Voilà, la question est un peu plus simple comme ça. Ben et Mika le savent. Le rôle d'un agent de joueur, c'est de faire de l'intermédiation. Ça, c'est pour la face émergée de l'iceberg. Je sais pas si vous m'entendez là. Ouais, impec. Ouais. Donc c'est l'intermédiation entre les clubs et les joueurs. Quand les joueurs recherchent des clubs et les clubs recherchent des joueurs, ça c'est la face émergée, la partie émergée de l'iceberg. C'est ce qu'on retient, c'est les transferts, les mouvements de joueurs, etc. Moi j'ai tendance à penser que ça n'est justement qu'une partie émergée de l'iceberg et que le vrai boulot, et là en tout cas la partie la plus intéressante, c'est aussi de conseiller le joueur dans sa gestion de carrière, dans le développement de sa carrière, pour choisir les bons chemins pour arriver là où il veut aller. Alors justement, vous pensez que pour un jeune joueur qui nous écoute, c'est toujours mieux d'avoir un agent? D'avoir un agent ou pas? Ouais. Est-ce que tous les joueurs déjà ont un agent et est-ce que c'est toujours mieux d'avoir des bons conseils. Donc c'est pas forcément des agents, ça peut être aussi. Non, tous les joueurs n'ont pas d'agent. Encore une fois, c'est ce que j'avais commencé à dire avant que la ligne ne saute.
L'essentiel, c'est d'avoir les bons conseillers. Les bons conseillers. Et les conseillers ne sont pas forcément des agents. Ça peut être aussi la famille, ça peut être les amis, ça peut être les proches en qui on a confiance. L'avantage de l'agent, c'est qu'il est censé bien connaître le milieu, bien connaître les situations de club, être au fait de tous les projets émergents et tous les projets descendants. Donc c'est une valeur ajoutée. C'est un truc de confiance, en fait. Donc c'est comme dans la vie. Justement, on sent quand même une évolution de la mentalité des joueurs de hand. Denis Tristan, qu'on a reçu récemment, nous disait que la mentalité a évolué et malheureusement, peut-être pas toujours en bien. Est-ce que les joueurs sont-ils un peu plus exigeants qu'il y a quelque temps? Denis Tristan est plus exigeant qu'il y a quelque temps. Non. Ouais, je crois non, vous avez entendu la moitié des mots là, attention. On a écouté, non, je disais. Il a été exigeant dans sa vie, Denis Tristan, déjà? Non, pas du tout. On disait, Denis Tristan nous disait que la mentalité avait évolué dans le hand et malheureusement pas toujours en bien. Et on se demandait si les joueurs n'étaient pas un peu plus exigeants. Non, je pense que c'est pas que les joueurs sont plus exigeants, c'est que le monde a changé, tout simplement, et que les relations employeur-employé ont évolué, le handball s'est professionnalisé, donc les enjeux sont pas les mêmes. La gestion de carrière est plus du tout la même. À l'époque de Denis Tristan, quand il a commencé le handball, c'est tout juste s'il payait pas pour jouer. Aujourd'hui, c'est un petit peu l'inverse. Donc non, les mentalités ont évolué, oui, ont changé certainement, mais c'est surtout l'environnement qui a changé. Et les joueurs les changements, disons, d'approche ont changé en même temps que le marché, en même temps que le monde du handball, tout simplement. Stan? Ouais, moi j'aurais une petite question déjà. Bonsoir Ong. Comment on devient agent de joueur et pourquoi? Enfin, 2 questions en une. Comment devient-on joueur de handball professionnel et pourquoi? Agent de joueur. Oui, non, mais j'avais bien compris. Okay. Mais c'est un peu les opportunités professionnelles qui se présentent. Il n'y a pas de vérité, hein. Il n'y a pas un seul chemin unique pour devenir agent de joueur. Chaque agent, on est 12 ou 13 aujourd'hui, on est 12 ou 13 sur le marché, et chacun a un chemin différent, a suivi un chemin différent. Moi, j'ai toujours été passionné par le hand, j'ai joué au hand. Bon, j'ai toujours été en relation avec ce milieu-là, mais j'ai mené une vie professionnelle dans une entreprise, je travaillais chez Montréal, c'est mon chemin. D'autres étaient joueurs professionnels, cherchaient une reconversion, ils voulaient rester au contact du hand professionnel et ils ne voulaient pas être entraîneurs. Voilà. Il n'y a pas une seule voie. Alors, chacun ne peut que illustrer son propre parcours. Alors, Paki, est-ce que vous faites que le métier d'agent? Si oui, que du hand ou plusieurs sports? Allô? Ah, je crois qu'en fait c'est moi qui passe mal. Ouais, je vous disais, est-ce que vous vous contentez juste de joueurs de handball ou alors vous êtes étendu à d'autres sports? Catastrophe Skype, hein. Je vais faire une pétition contre Skype. Hein. Je crois que le mieux c'est peut-être passer par le tel. Alors, deux joueurs de handball, oui, on meuble. sauf... Allô? Bon, je sais pas si vous m'entendez là. On a un petit peu... Bacti, il faut mieux qu'on essaie de passer par le téléphone, la ligne est trop mauvaise, ça coupe tout le temps. Ouais. Allez, donc il y a pas mal de questions sur le chat, alors voilà, c'est un petit problème technique, donc on va poser les questions, toujours les mêmes, hein. Bibine, qui est fidèle auditrice, donc on la remercie. Je sais même pas s'il n'y a pas quelque chose entre toi et Bibine pour que tu la cites toutes les semaines. C'est personnel ça, Stan. D'accord, ok, autant pour moi. Non, du tout, donc il va pas tarder à appeler la radio, ça va être mieux pour vous déjà. Donc ouais, métier un peu spécial quand même, agent de joueur. On en reparle dans quelques secondes, le temps pour moi de passer un petit jingle et se retrouver en off. Ah, c'est un peu les aléas du direct, hein, messieurs, messieurs, dames, bien entendu. Vous êtes nombreux à nous écouter ce soir, on revient dans 13 secondes normalement. Le temps pour moi, de passer un petit jingle. Niveau médiatique, Paki, est-ce qu'un joueur comme Nico Karabatic par exemple est un peu plus sollicité que d'habitude par les médias, la publicité? Est-ce que vous sentez vraiment un véritable essor du handball? Oui, on ressent, mais bon, Nicolas,
il y a un vrai boulot sur son image qui a démarré en 2005. Puisque Nicolas était un des premiers handballeurs. Je dis un des premiers parce que les premiers à avoir constitué une société d'image pour gérer leur image sont les frères Gilles, en 2001-2002, qui étaient des précurseurs. La société qui a été créée pour gérer cette image a été faite en 2005. Et la société commence à gagner de l'argent depuis 2008-2007. Aujourd'hui, c'est une vraie belle petite PME, mais on sent surtout l'impact des Jeux Olympiques. Cette année, c'est une année un petit peu exceptionnelle. Il y a eu le retour en France en 2009, qui a favorisé le travail avec les partenaires, les annonceurs, évidemment, puisqu'il était, d'un seul coup, visible tous les samedis en France, présent en France. À partir depuis cette année, on sent, depuis le titre de 2011, qui qualifie pour les Jeux, il y a une vraie accélération des contrats d'image et des demandes de médias et pubs autour de Nico. Et ça, c'est l'effet Jeux Olympiques. Et au niveau de la rémunération d'un agent de joueur, ça se fait un peu comme dans le foot, c'est par rapport au pourcentage d'un éventuel transfert, par rapport à la com, par rapport à comment ça se passe? Alors on est payé en honoraire, donc ils sont plafonnés par la loi, parce que la loi Buffet 2000 limite les rémunérations des agents à 10% des rémunérations perçues par le joueur. D'accord. En foot, c'est encore un système un petit peu différent. C'est toujours la même loi qui s'applique. Enfin bon, il y a des grands mouvements d'argent, notamment liés au transfert. Et bon, un agent peut être rémunéré aussi sur le montant du transfert. Quand on dit transfert, c'est vraiment les clauses libératoires. Hein. Donc voilà, là c'est plus complexe. Je peux me faire l'écho de mes collègues agents dans le handball. On est rémunéré en pourcentage sur les rémunérations perçues par les joueurs. D'accord, ok. Et plafonné à 10%. Ouais. Prime et avantages en nature non compris. C'est la loi. C'est un supplément, c'est du bonus. Oui, dans le cadre de la loi, bien entendu. Oui, Baptiste, je voulais savoir, moi, par rapport à... Il y a pas mal de nouveaux agents qui viennent sur le marché. Est-ce que tu penses qu'il y a une place pour tous ces agents? Est-ce que tu penses que le marché du handball va se développer assez pour pouvoir permettre à tous ces agents de joueurs d'avoir du travail? En fait, les clubs fabriquent pas l'argent. Ce sont des clubs ou les joueurs qui rémunèrent, mais tout ça, c'est à l'intérieur d'une économie qui est l'économie du handball. Donc, parmi vous, il y a des joueurs qui sont professionnels. Donc, par rapport à il y a quelques années, vous avez-vous senti dans vos contrats que l'économie s'est développée. Donc, maintenant, jusqu'à quand on n'est pas dans le même taille de gâteau que dans le football. Donc, le salaire moyen en handball, c'est 4 500 € brut. Le salaire moyen mensuel pour un joueur professionnel de LNH. Au football, le salaire moyen doit être à 50 000 €. Donc, dedans, il faut intégrer des commissions pour les agents, etc. On ne travaille pas du tout sur les mêmes échelles. De mémoire comme ça, je crois qu'on n'est que 2 agents à exercer dans le handball, à exercer à temps complet, c'est-à-dire en activité unique, et en Bregovic chez moi. Les autres, autant que je sache, ont tous des boulots additionnels. Donc, bon, quand on a une activité régulière et qu'on fait un peu d'argent de poche ou un complément de salaire par le biais d'honoraires, je pense qu'il y a un peu de la place pour tout le monde. Voilà. Maintenant, en vivre vraiment en activité unique, je suis pas sûr que si c'est ça l'objectif, il vaut mieux se mettre au football. Hein. Et donc, j'en viens peut-être à ma deuxième question, du coup. Est-ce que, de ce fait que ce soit les commissions soient beaucoup moindres que dans le football, ça vous oblige à faire de la quantité au final, puisque vous avez, pour pouvoir en vivre? Est-ce que c'est pas un problème? Ça peut être un problème. Ça peut être un problème. Ça dépend du chiffre d'affaires que tu as besoin de gérer pour passer le point d'équilibre. De toute façon, tu sais, dans la notion de conseil, il y a plus de gens qui sont demandeurs de conseil que de clubs qui sont prêts à payer des commissions. Donc, après tout, il faut accepter ça. Moi, ça m'est arrivé très très souvent de conseiller des joueurs et de les aider à signer dans des clubs sans prendre de commission. Bien sûr. Et à un moment, il faut, ça fait partie du commerce, disons. Ouais.
Et est-ce que du coup le fait d'avoir des grands joueurs, des joueurs internationaux, ça suffit? Est-ce qu'avec 3, 4 joueurs internationaux, voire 5, on a... Aujourd'hui, Parce que du coup, les aujourd'hui, grands joueurs sont plus grosses. aujourd'hui, si on compare, par exemple, si j'étais agent de foot et que je travaillais avec un joueur qui serait équivalent de Nicolas, je pense que ça serait le même Messi, tu vois, ou Cristiano Ronaldo. Je te laisse imaginer les pourcentages de commissions que ça peut générer. Évidemment non. On n'est pas dans, c'est pas le même monde, mais bon, c'est comme ça. C'est un peu de ça, non? C'est l'intérêt du boulot, oui. Je fais correctement de bon boulot. Oui, il y a certaines affaires des dossiers à traiter. Je comprends les sous-entendus de ta question, qui est de dire à un moment, est-ce que la notion économique, comme elle doit être sous-tendue par qui est important, est-ce que c'est pas au détriment de l'attention qu'on peut porter à chaque dossier? Ça, c'est la conscience professionnelle de chacun qui décide. Voilà. Moi, Bien sûr. J'essaie de faire au mieux. Par contre, quand on dit, il fait souvent le mauvais procès de dire, il bosse avec Nicolas, avec Thierry, avec Daniel, avec de nombreux joueurs de l'équipe de France. Donc moi, joueur lambda de LNH, il n'y aura pas forcément la même attention, ou la même attention et soutien que pour un joueur international. Moi, j'ai plutôt tendance à penser que travailler avec les grands joueurs, ça prend du temps certes, ils ne changent pas de club très souvent, et quand ça se fait, c'est pas tout à fait le même métier. C'est pas tout à fait le même métier. Ouais. C'est-à-dire que on prend le cas de Thierry, Meyer ou Daniel, ou Nico, sont des clubs qui appellent et qui j'ai pas besoin d'appeler la terre entière pour lorsque les joueurs sont en fin de contrat, puisque ce type de joueur n'est jamais en fin de contrat. Bien sûr. Benoît. Toujours c'est très très en âme. Oui, justement, moi je veux faire l'enchaînement par rapport à tout ce que tu es en train de dire, par rapport justement à ces joueurs plus ou moins lambda. Je sais que tu gères énormément de joueurs. Par exemple. Nous, maintenant c'est devenu une star, Benoît, quand même. Non, par exemple. Justement, vu que tu en as énormément, comment tu fais sur un même profil et un même poste? Alors ça dépend des postes, pour répondre à ta question. Oui, mais sur un même poste, comment tu peux faire pour être le meilleur, le plus impartial possible, pour le placer au meilleur endroit, au meilleur moment, sachant que tu peux avoir deux joueurs de profil complètement identiques J'essaie de ne pas avoir des joueurs qui sont tous dans un même profil identique. Si on prend ton cas, c'est pivot, t'es un pivot dans un style particulier, dans un profil particulier, c'est en glissement, etc. C'est pas le même profil que je sais pas je parle pas du joueur en question, mais enfin ce type de profil, tu vois, ou de Marcus Alm qui fait 2 mètres, oui, bien sûr, tu vois. Donc j'évite par exemple de travailler avec 2 joueurs qui sont alors a fortiori dans le même club, parce que c'est une compétition, situation m'est déjà arrivée, et qui sont concurrents à tous les niveaux. Parce que là, effectivement, tu as raison, il y a un vrai problème de conflit d'intérêts, c'est-à-dire que les intérêts de l'un sont forcément divergents de l'intérêt de l'autre. Donc ça, j'évite de faire ça. Maintenant, il y a des postes que d'autres. Il y a des postes, des profils, les ailiers notamment, ont souvent des profils un peu similaires. Donc là, effectivement, tu ne peux pas travailler avec 2 ailiers au même poste, sur le même fil et qui ont qui sont du même statut. Après, il y a des joueurs qui sont intéressants qui sont intéressés par des clubs de très très haut niveau, que ce soit ou Chambéry, etc. Et d'autres qui sont plutôt dans une catégorie de clubs inférieurs, eu égard à leur profil, à leur parcours, etc. Et justement, pour aller dans ce que tu dis, ça montre que l'agent doit avoir aussi une analyse pertinente au-delà de son juste rôle d'agent,
mais il doit aller plus loin. Et donc, par rapport à la question de Mika sur le fait que l'extension des agents et la prolifération, mais on voit qu'il y a vraiment un vrai travail tout autour de précision, de spécificité par rapport à la discipline. Donc, c'est pas non plus donné à tout le monde. On est dans l'intermédiation. Donc, l'intermédiation, c'est trouver pour le joueur, si on se passe du point de vue du joueur, le club le plus approprié à favoriser son développement. Que ça soit non, mais ça montre bien qu'il faut bien des vraies compétences au niveau handball, plus que au-delà du simple côté droit. Ah bah c'est mieux. C'est mieux, oui, évidemment. Oui, mais par là, on parlait de prolifération justement de tous ces agents. Ah bah oui, mais après, il y a les chasseurs de primes et qui proposent des joueurs qui connaissent pas ou qui n'ont jamais joué. Mais ça, c'est comme tous les métiers. Moi, j'ai travaillé 10 ans chez L'Oréal et la première chose qu'on m'a apprise, c'est connais ton marché. Connais ton marché. Donc, pour bien pouvoir appréhender le métier, le boulot, quel qu'il soit, il faut connaître le marché sur lequel on intervient. Donc, moi, il y a des joueurs des joueurs de volleyball, Lucas sait que j'ai une relation particulière avec le volleyball, qui m'ont demandé, écoute, on voit ce que tu fais avec le handballeur, est-ce que tu peux nous aider? Je dis, les gars, je ne connais rien au volley, moi. Là, je ne suis pas capable d'évaluer le potentiel de développement d'un joueur ou d'une joueuse de volley à 1 an, 2 ans, 3 ans. Moi, je suis encore impressionné, entre guillemets, impressionné au sens physique du terme, par des choses très visibles de grand public, le gars photo, ou en tir fort, etc. Pour être bon joueur pour la Grande, ça demande un peu plus que ça. Donc, et puis surtout, pas oublier que même si il y a une facette, il y a la face joueur et puis il y a la face club, c'est-à-dire que le bon agent, ou en tout cas celui ce vers quoi on vise, c'est pas seulement trouver le bon club pour le joueur pour qu'il puisse se développer, mais aussi aider le club à trouver le joueur qui va lui permettre de se développer. C'est-à-dire qu'il faut avoir quand même une bonne connaissance et une bonne analyse en discutant avec les coachs, avec les présidents, etc., des besoins, du profil des joueurs. C'est pas juste une histoire d'argent. C'est pas dans les investissements immobiliers, savoir si cet appartement est mieux qu'un autre. Il coûte plus cher ou moins cher qu'un autre. Ouais, non, c'est comme tous les métiers. Ouais. Il faut avoir une certaine... moi, je prétends pas détenir la vérité absolue, pas du tout. Je donne mon sentiment et je le confronte au coach. Et in fine, ce sont les coachs qui disent oui, il a le profil ou non, il n'a pas le profil. Le coach qui m'a raconté une histoire qui m'a fait rigoler tout à l'heure, un joueur qui a signé dans ce club, et un autre agent a appelé le coach en lui disant j'aurais aussi pu te proposer ce joueur, mais je pensais qu'il n'avait pas le niveau en première division. Bah, le gars, il joue en première division. Ça peut arriver. Okay. Mais il faut et alors c'est encore plus vrai pour les joueurs étrangers. Ouais. C'est qu'à un moment, il faut essayer parce que on est toujours dans de la projection et dans un truc très mouvant comme le sport. Essayer, dans la mesure du possible, d'imaginer si le joueur peut s'adapter au championnat de France, aux techniques d'entraînement, aux méthodes d'entraînement françaises, à la compétition, et puis est-ce qu'il va se sentir bien dans ce club-là en particulier où on le propose. Ouais, il faut bien... Je veux dire qu'il faut connaître les clubs aussi, il faut connaître les mentalités de clubs, il faut connaître les stratégies des clubs, les mentalités, les cultures de clubs, et puis les mentalités des joueurs qui constituent le collectif. Faut bien connaître le sujet. Le Perabou, par exemple, jamais il peut réussir à Tremblay, par exemple. Ouais, jamais, il faudrait mieux qu'il reste sur RTS, quoi. Stan et Thomas. Ouais, ou à Dijon, effectivement. Stan et Thomas, je crois que vous avez des questions. On va commencer par Stan. Ouais, j'en ai une. Est-ce que le fait aussi que le handball soit de plus en plus médiatisé, télévisé, a changé quelque chose dans votre activité ou pas du tout? Oh, bah si, bien sûr, ça a changé, parce que d'abord parce que l'économie des clubs a changé. Donc ça impacte directement sur le boulot, évidemment. Que les projets de club ont changé. Il y a maintenant des vrais projets de club en France, alors qu'il y a quelques années, un joueur qui souhaitait essayer d'aller loin en Ligue des Champions, gagner des titres, etc., des titres majeurs,
il était un petit peu presque obligé, et provincial, il était presque obligé de partir à l'étranger. Aujourd'hui, c'est un petit peu l'inverse. Il y a beaucoup de joueurs étrangers qui veulent venir en France, parce que l'Espagne se casse la gueule. Bon, il y a des joueurs qui souhaitent en revenir. C'est-à-dire que le championnat de France est devenu un championnat attractif. En termes purement sportifs, le championnat de France, qu'on a longtemps considéré comme le troisième derrière l'Espagne, est passé devant le championnat espagnol. Ouais. Évidemment, globalement, le En termes de meilleur. financier, tu parles, en termes de santé En termes de financière. sécurité et santé financière du championnat, c'est sûr, et en termes sportifs également. Ouais, on est quand même pas encore on n'a quand même pas encore de Barcelone ou d'Atlético Madrid. Non, mais c'est deux équipes. Ils sont 16 Oui, en national et 14 Oui. en championnat de France. D'accord. Aujourd'hui, je peux t'assurer qu'il y a des joueurs qui ont joué en Espagne qui sont très très surpris par la qualité du championnat de France. Le championnat français. Même si au départ, la première raison pour laquelle ils souhaitent venir en France, c'est qu'en France, c'est quand même le B.A.B.A. Les joueurs sont payés. Ouais. Ils sont payés tous les mois. C'est pas le cas en Espagne. Pour revenir sur le niveau, comment tu expliques du coup, parce que c'est vrai que l'autre jour on se posait la question, enfin moi en particulier, que Montpellier à une époque était un peu plus performant en Ligue des Champions, et maintenant que le championnat est en train de, soi-disant, de se relever, Montpellier domine complètement, et au contraire en Ligue des Champions ils ont un peu de mal. D'abord, il faut le prendre sur la durée. C'est-à-dire que ces 2 dernières années, ils étaient quand même en quart de la Ligue des Champions. C'est-à-dire parmi dans le top 8 européen. Ça s'est joué à pas grand-chose. Il y a 2 ans, ils perdent au tir au but, ils sont éliminés au tir au but. L'année dernière, ils passent un petit peu au travers du match retour contre Rennes-Leuven, mais ils avaient tout le côté droit était blessé. Donc il y a des circonstances sportives qui font que on a l'impression que Montpellier est un petit peu en retrait sur la scène européenne. Cette année, ils sont tombés dans un groupe de la mort quand même. Donc il faut relativiser tout ça. Montpellier fait partie des 8-9 meilleurs clubs français. Européens. Groupe de la mort, je veux bien, mais ils ont été capables d'aller gagner à Kiel, et derrière, chez eux, ils ont perdu contre Kiel, contre Copenhague. Enfin, Alors Kiel, pour en info, Europe, a perdu. en Europe doit quand même Kiel a réussir à perdu. gagner ses matchs à domicile. Non, mais attends, Kiel a perdu et est invaincu en championnat de Liga depuis le début de la saison. Ils sont en train d'établir un nouveau record. Ils sont à 48 points, c'est-à-dire qu'ils ont fait 24 matchs, ils ont perdu contre personne. La seule Kiel a perdu une fois dans la saison, en match officiel, une fois. C'est contre Montpellier à la maison, et ils ont fait un match nul à Léon. Une équipe qui est invaincue depuis 24 matchs en championnat d'Allemagne. Ils ont été faire un match nul à Léon. Donc, certes, Montpellier a perdu à Léon, mais personne ne gagne jamais à Léon. Même Kiel n'a pas gagné à Léon. Donc, et ça s'est joué à rien, le match entre Léon et Montpellier. Ça s'est joué à rien. Il y a une contre-performance, entre guillemets, c'est la défaite à Szeged. Szeged a cassé les pieds à tout le monde. Et c'est ça qui fait que derrière, ils se retrouvent 4e et qu'ils tirent le Barça. C'est peut-être un bon moyen de s'étalonner pour Montpellier de choper le Barça, et on verra s'ils sont capables d'élever leur niveau de jeu à la hauteur de Barcelone, quoi. Pourtant, Barcelone n'est pas très bien en ce moment. Ils ont gagné très très juste en quart de finale et demi-finale de Coupe du Roi. J'ai vu Guillaume Joly ce matin, il m'a dit on s'est fait mettre comme d'habitude. Ouais. Mais bon, et ça s'est joué à rien non plus. Et ils se sont fait laminer par l'Atlético, qui a joué sans Luc, etc. Ouais. Donc, même si le Barça est très très bien en championnat, ça reste quand même une énorme équipe. C'est-à-dire que si Montpellier réussit l'exploit de le Barça, ils auront fait le taf. Le Barça, ils n'étaient pas heureux du tout de tirer Montpellier. C'était le pire tirage pour eux. Ouais. Juste avant, Pacty, de poser les questions, une ou deux questions d'auditeurs, et de passer la parole à Thomas, on va peut-être vous poser des petites questions que tout le monde attend, peut-être des petits scoops. Par exemple, est-ce que Thierry Omeyer va venir un peu plus tôt du côté de Montpellier? Non, il va venir à Montpellier à la date qui a toujours été prévue, c'est-à-dire en 2013. Entendu comme ça, qu'il n'est pas pressé de lâcher Thierry,
Pas que Montpellier aurait pas aimé le prendre plus tôt, mais après il y a des contraintes économiques. Et, voilà, qu'il demanderait une clause élevée si Montpellier souhaitait faire venir Thierry maintenant. Sans que Montpellier peut aujourd'hui pas payer. Parce que l'économie, c'est pas comme dans le foot, hein, où les transferts font partie de l'économie des clubs. Aujourd'hui, les transferts, enfin les clauses libératoires à payer, ça reste quelque chose d'exceptionnel, d'extraordinaire, de rare. Et il faut des conditions très particulières pour que les clubs payent des sommes comme ça. Si Georges Frêche n'avait pas dit on rapatrie Nicolas Karabatic, il serait peut-être toujours acquis. Didier Dinard du côté de Toulouse, c'est envisageable, c'est fait. Pour le moment, ça a l'air d'aller pas mal. À l'Atlético, il a encore un an de contrat, Didier. Ouais. Et visiblement, les échos qu'on peut avoir de l'Atlético. Il nous a dit que c'était un plus 1. Il nous a pas dit qu'il lui restait un an. Il nous a dit que c'était un plus 1. Ouais. Il est pas mal l'Atlético. Et je réponds à la question suivante. Barachet, il ira sûrement à Atlético. Ouais. Aussi, puisque ils ont toutes les bonnes raisons de pas le récupérer. Et Narcisse à Saint-Raphaël? Narcisse, la question n'est pas tout à fait bien posée. Narcisse, en France, en 2013, oui, c'est possible. Aujourd'hui, il y a quelques clubs qui se sont manifestés de façon concrète, et parmi ceux-là, il y a Saint-Raphaël. Ouais. Et il y en a d'autres qui sont positionnés, on pourrait peut-être, je sais pas... Il y a des clubs qui sont intéressés par... Je connais pas mal de clubs qui seraient intéressés par Daniel, même Aix-en-Provence. Après, il faut braquer une banque, quoi, voire deux banques. Il faut virer Micheli, donc c'est compliqué. Il faut d'argent. Le chouchou de Beauvais, c'est pas possible. Ouais, je sens qu'il va gagner, il va gagner sa voix, hein, Micheli. Il est bientôt parti. Allez, Thomas, des petites questions de chat avant de remercier Maki. Ah oui, on a eu des questions. Une intéressante qui nous demandait comment gérer l'exclusivité avec les joueurs en fait. Allô? Oui, vous avez entendu? Non, j'ai entendu gérer l'exclusivité de... Oui, comment gérer l'exclusivité avec les joueurs? Comment gérer l'exclusivité? Ça se gère au travers d'un mandat, d'un papier. Donc, bon, après, chacun a sa philosophie. Je pense que c'est tout d'abord une histoire de confiance. Donc, papier ou pas papier, à partir du moment où il n'y a plus la confiance, c'est compliqué de continuer. D'accord. Et j'ai une autre question. La confiance, ça se mérite. Après, c'est la difficulté de notre métier, c'est que on a une obligation de moyens, idéalement de résultats, mais que on peut parfois avoir des divergences sur des points de vue de direction de carrière. Les choses sont simples quand c'est j'ai pas de boulot, il me faut un boulot, il faut que je trouve un club, etc. Et il y a une opportunité qu'il faut savoir saisir et négocier au mieux. La difficulté, c'est pas une difficulté, mais enfin la problématique, c'est quand il y a plusieurs possibilités ou des choix et des choix à faire et qu'on n'est pas forcément toujours d'accord, on n'a pas forcément la même vision des choses sur les choix. C'est bien souvent, c'est s'il faut privilégier l'argent ou le développement de carrière. C'est souvent là qu'il peut y avoir des divergences. D'accord. Et j'ai une autre question, c'est... Ouais, Thomas. Oui. J'aimerais savoir comment est née votre collaboration avec Nicolas Karabatic. C'était en 2003. Ouais, juste avant la discussion, c'est son papa, Franco, qui jusqu'à présent suivait toutes ces choses-là pour Nico. C'est-à-dire son arrivée à Montpellier, le centre de formation, etc., qui m'a dit, là, je pense que Nico va faire une grande carrière et je suis pas armé pour ça. Parce que il faut aussi pouvoir faire preuve de distance. Quand on est dans l'affect, c'est vrai que je suis toujours un petit peu étonné quand je sais que les frangins, les parents, etc., notamment dans le foot, hein, les plus connus, c'était les frères Anelka, s'occupaient des intérêts de leurs frères. C'est vachement compliqué de mélanger l'affect et la distance qui est nécessaire parfois pour tenir des négociations. Il faut pouvoir prendre un peu de distance, il faut pouvoir
prendre du recul pour évaluer les situations avec un peu plus de recul, tout simplement, et pas être dans l'affectif. Ben, Mika, tout ça, ils ont vécu des négots en direct. Ça ne passe pas toujours de façon franche et cordiale. Il faut dire parfois des choses un peu dures. Et il faut pouvoir prendre la distance nécessaire pour pouvoir faire la part des choses. Parce qu'il y a la posture de négociation, des arguments pour soutenir ces arguments, et puis la réalité. Donc parfois on dit des choses, quand un club discute avec un joueur pour une renégociation de contrat, ils vont d'abord lui expliquer tout ce qui fait pas bien. Ouais. Ils vont pas commencer par dire t'es le meilleur du monde. Ils vont commencer par dire bon, ça c'est pas bien, ça c'est pas terrible, ça tu peux encore progresser, etc. C'est des exemples. Ça fait pas toujours très plaisir à entendre, mais ce sont des postures de négociation. Donc il faut prendre le recul. C'est toujours plus facile pour un tiers, parce qu'on n'est pas en première ligne. Et quand on s'engueule, on va arriver souvent. Ça m'est arrivé de m'engueuler avec des clubs, ça fait partie du jeu de la négo. Ouais, effectivement. Quand on est en première ligne, alors a fortiori quand on est de la famille, etc., c'est compliqué parce qu'on prend tout au premier degré, c'est normal. Ouais, et puis faut être assez objectif, et c'est ce qui fait un peu votre rôle en tant que joueur. Stan, t'as quelques questions un peu décalées, et puis après on va conclure. Ouais, ce sera vite fait, ça s'imposait aussi, parce qu'il y a une compétition qui se joue en off entre Mika et Benoît. Donc sur cette le meilleur pivot, c'est Benoît. Le meilleur ailier gauche, c'est Mika. Y a pas de... Nous allons voir ça tout de suite. Le meilleur au bar. Voilà. À tester. On va tester ça bientôt. Allez, Stan. Donc déjà pour cette petite interview décalée, Bhakti, je vais te tutoyer comme tous nos invités, pas de souci. dont ton poulain Nicolas Karabatic. Quel est le joueur que tu aimerais déjà avoir sous ton aile et que tu n'as pas encore, bien sûr? À moyen terme, parce que je suis déjà intervenu sur son transfert à Atlético, c'est Lucas Ballot. Parce que je pense qu'il passe à côté d'un très gros truc en termes d'image. Et que je suis sûr qu'il y a énormément de choses à faire autour de son image. C'est compliqué parce qu'il est à l'étranger, mais je pense que il y a vraiment les années passent vite, et je pense qu'il a un énorme potentiel d'image aujourd'hui. Ouais. Qui est pas exploité à hauteur de ce qu'on pourrait imaginer. Une question du chat qui vient de Bunker Pook. Combien de pourcentage prend en com un agent? On l'a dit tout à l'heure, 10%. Ouais, mais c'est maximum 10%. Voilà. C'est entre 0 et 10%. Donc entre 0 et 10%. Pour les rémunérations nettes. Voilà, Bunker Pook, tu n'étais pas là tout à l'heure. Les absents ont toujours tort, donc on répète 10%. Petite question-réponse. Maximum. Maxi. Ah ouais, maximum. Non, voilà, de 0 à 10. De 0 à 10, Bunker. Ne t'égare pas. Petite question-réponse, mais là, cette fois-ci, cette semaine, exceptionnellement, sans joker. Pizza ou kebab? Pizza ou kebab? Je suis dans le sud, donc il y a les deux. Moi, je suis plutôt pizza. On rentre directement dans le dur, et bien sûr, c'est une question qui fait polémique en off et compétition. Michael Illes ou Benoît Perabou? En quoi? En compétition? Oui. C'est une compétition au niveau des j'aime, comme sur Facebook, j'aime. Michael Illes. Ah, dans les j'aime, entre Benoît Perabou et Michael Illes. C'est pas simple, ça. Ben, tu m'en voudras pas, il est avec toi, donc comme tu t'es exilé à Paris, à l'époque, c'était peut-être un peu différent. Et c'était Mika qui était exilé dans l'Ouest. Mika. On va monter, ça va être un joueur de première division. Voilà mon ami Ben, pour l'instant, tu perds un voilà. Il est content, il a sa voix. Et sur les sondages auprès des invités EES, c'est qui l'emporte? C'est plutôt on en a pas eu des masses.
Ouais, Ça, c'est la vraie chose. C'est pas une mission. C'est la vraie chose. ouais, mais c'est le présentateur, c'est moi. C'est moi qui. Quand c'est les femmes. Mika veut un peu timide. Sans Allez, langue Fab. de bois pour l'instant, Ben mène un petit peu cette compétition, mais Michael revient fort. Donc, Talonne. slip ou caleçon? Caleçon. Pouline. Eh Un bien, deal avec Pouline. Pouline. normal. C'est top du caleçon. RTL Ouais. ou RTS? Son riche. Pardon? J'ai pas entendu. RTL ou RTS? RTS, c'est quoi RTS? C'est nous, tout simplement. Ah, Baptiste. ben RTS alors. Oh, Mika, alors t'as pas fait ton Et boulot. voilà, manque de communication, on parlait de communication, médiatisation, ben voilà, on est en plein dedans. Bien sûr que toute la phrase que tous nos invités ont la gentillesse de dire pour nous, Bhakti, c'est ici Bhakti Ong, bienvenue sur Radio Tokel Sport. Radio, Talk. Tocal, non? Talk and Ah, Sport. Radio Talk Sport. Ouais. Salut, c'est Bhakti. Bienvenue sur Radio Talk Sport. La meilleure radio sur Internet. C'est Merci. celle qui parle du handball. Parfait. Merci. Parfait, Bhakti. Parfait, merci Bacti. Juste un petit mot, Bhakti, on reçoit Victor Boileau dans quelques instants. Victor Boileau. Un petit mot un petit mot pour lui. Ah, c'est un super mec, Victor. C'est un super mec qui est en train de réussir ce que beaucoup auraient voulu, rêvent de réussir, c'est-à-dire d'équilibrer une vie de handballeur de haut niveau, puisque bon, ils n'y arriveront pas cette année, en tout cas pas en montée directe, ils monteront par les playoffs. C'est bien optimiste. Mais en plus, il s'épanouit dans sa vie professionnelle. Ouais. Il a quand même pris le risque d'arrêter la vie de Pacha, joueur pro, à se lever à 10 heures et rien foutre de la journée pour aller à la mine et se développer dans son boulot. Et j'ai eu son employeur, son patron, qui est aussi son président, qui est enchanté de l'avoir à la fois dans son entreprise et dans son club. Ouais, parfait. Maintenant, Victor, faut pas qu'il fasse le con quand il va venir à Beauvais. Qu'il nous casse pas trop les pieds, quoi. Alors, c'est un super mec. Vous invitez que des bourguignons là dans votre émission là aujourd'hui, c'est soirée fondue bourguignonne. C'est un bourguignon. Soirée terroir. On est là pour la Bourgogne libre. Voilà. Allez. C'est Ben qui fait les invités. C'est tout le cheptel. Voilà. Ouais, oui. Et un numéro spécial à la Graillot aussi bientôt, non? Le retour de la revanche. Écoutez, merci Paki d'avoir été avec nous. Ravi franchement d'avoir passé c'est pas mal de minutes d'ailleurs avec vous. Et puis au plaisir de vous revoir. Avec plaisir. Et va t'acheter une connexion internet. Attends, je suis portable, moi, tu sais. Internet, c'est pour les images. Merci. Voilà. Et puis, bon match à Ben, hein, parce que il y a une petite montagne à se taper, là, mercredi, là. Hein. Ouais. Merci, ouais. Ah, juste avant Barça, c'est peut-être jouable hein, pour Tremblay. Sur un malentendu. C'est un gros malentendu, ouais. Mais alors, ils sont... ouais, tu peux peut-être essayer de crever les pneus du bus, mais je pense qu'ils dorment pas très loin de chez vous, donc ça sera pas suffisant, ils peuvent même venir à pied. Mais Ben, de bon courage hein, dans la machine à laver avec Wissam sur le dos et Nico. Deuxième ligne, ça va passer une bonne soirée. Oui, j'adore ça. Et justement, Paki, pour ce soir-là, il se dopera, il n'y a pas de souci. Bonsoir, Victor. Bonsoir, Victor. Petit mot à Paki qui est encore avec nous, qui va pas tarder à nous quitter. Ah, Victor. Ouais, toi. Ça fait plaisir, je vois que ça marche aussi mal Skype en Alsace qu'en Provence. Des points communs, des points communs. Ah, c'est Bhakti. Ouais, si vous voulez discuter, vous avez... Ouais, c'était... Si vous n'avez pas eu le temps de l'appeler, Bhakti, vous pouvez faire vos affaires, c'est bon. Ok, ouais. Bon, Victor, comment te dire? On vous connecte en off. On va monter directement. On va monter directement parce que tu vas venir perdre à Louison Beauvais. Ah. On verra ça. On a encore quelques matchs d'ici là quand même. Ah oui, ce qui fait que ça va se passer là, donc... Ouais. Là, vous avez commencé. Comment? Vous avez commencé la préparation psychologique, parce que c'est le chaudron, tu sais, chez nous. Il y a besoin de se préparer pour être motivé pour jouer contre Aix. Ouais, bon. N'oublie pas le protège-dents. Hein. Ouais, j'y penserai. Le protège, tu vois,
Mais on va bien se préparer. Non, non, mais d'ici là, on a des autres matchs et puis on va pas commencer à. On va faire comme on a fait jusque-là, préparer chaque match, enfin match par match. Et puis, de toute façon, ça sera un bon match à jouer. Et voilà, on t'en prendre du plaisir hein, quand on se déplacera avec. Ça sera un bon match à jouer. C'est pour ce genre de choses, de match qu'on joue. Donc tu t'es mis au football, donc tu prends match par match. Et l'essentiel, le contenu a été bon. Le match qu'on est perdu à la fin, c'est mis au football, donc en gros. On a un nouvel animateur hein, parmi RTS, on peut le dire, hein, c'est Bakti Hong. Tu lui donnes les clés du camion. On lui donne les clés du camion, il gère une émission d'1 heure sans problème. Pas de soucis, il n'y a pas de soucis. Victor, c'est un bon client. Oh, bah, écoutez, Victor, je te fais la bise. Ika Ben et tous les autres. Ouais. À bientôt. Merci. Salut, bon match à ceux qui jouent cette semaine. Prochainement. Merci Bakti d'avoir été avec nous. Ciao. Ciao. On va passer à Victor maintenant. Alors, merci d'avoir été avec nous et d'avoir accepté l'invitation. Merci à vous de m'avoir invité, c'est sympa. Alors, première question, il me semble que vous êtes blessé avec votre équipe. On va prendre un peu de vos nouvelles. Comment allez-vous et quand reprendrez-vous les chemins des terrains? Je me suis blessé au dernier match contre Saintes il y a 2 semaines. Donc, le verdict, c'est que j'ai pris, j'ai pas pris de coup. On va dire que j'ai foncé sur le genou d'un joueur adverse et donc j'ai un énorme hématome dans la cuisse. Là, j'ai fait une deuxième écho aujourd'hui, mais il faut que l'hématome se résorbe. Et puis ça prend du temps, donc j'ai aucune idée du temps que ça va prendre. Je pense que c'est encore au moins 2 semaines, quoi. Rater 2 matchs et puis peut-être reprendre dans 3 matchs contre, je sais plus, on reçoit une équipe, mais je sais plus laquelle. Alors avec un peu de retard, félicitations pour votre trophée de meilleur joueur de Pro D2 du mois de janvier. J'imagine que vous êtes fiers. C'est un peu la récompense du travail, quoi. Ouais, c'est vrai que ça fait plaisir. C'est vrai que c'est toujours pas, ça fait plaisir. Je suis content de cette distinction. Après voilà, après c'est un peu le blabla que les gens font, mais voilà, c'est un sport d'équipe. Voilà, je suis content, mais bon, on va pas ressasser ça maintenant tout le temps. Surtout que là, il y a sans doute, je crois que Seb Galotte du Mulhouse dans le bal sud d'Alsace aussi, je pense qu'il a gagné. Donc voilà. Ouais, Mulhouse qui est vraiment mis à l'honneur. Alors je le rappelle, hein, c'est un trophée mis en place en début d'année par notre partenaire en planète, EPK One, qui récompense le meilleur joueur de Pro D2. Une excellente initiative. Alors, comme nous l'a dit Bakti, vous êtes un peu hors norme dans le handball parce que, en plus d'être joueur professionnel, vous exercez une activité professionnelle. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Ouais, enfin hors norme non, parce que je pense qu'en D2 il y a quand même pas mal de joueurs qui bossent. Après, ça dépend des clubs. Dans les gros clubs comme Aix, et encore à Aix, je crois qu'il y a des joueurs, peut-être plus maintenant, mais il y avait des gens qui travaillaient. Mais dans certains petits clubs, il y a pas mal de mecs qui bossent à côté. Vu que la Pro D2, elle oblige simplement pour pouvoir jouer en Pro D2 quand t'as plus de 21 ans, il faut obligatoirement avoir un contrat pro, pro à mi-temps. Et moi j'étais à Créteil maintenant, donc ça fait 1 an et demi que je suis à Mulhouse. Avant j'étais à Créteil et puis pour des raisons, pas des raisons personnelles, mais bon, je commençais à prendre de moins en moins de plaisir, alors qu'à la base, à la base on fait du handball parce qu'on aime ça. Et je me suis posé la question à savoir si je voulais vraiment continuer à faire que ça, uniquement ça. Et puis petit à petit, je me suis dit pourquoi pas commencer à préparer ma reconversion professionnelle, tout en jouant à un niveau correct où je puisse prendre du plaisir. Et j'avais quelques propositions. J'étais encore en contrat à Créteil, mais j'ai eu quelques propositions de certains clubs avec d'un côté un emploi et d'un côté le job d'handballeur. Et puis c'est vrai que à Mulhouse, j'avais aussi quelques attaches puisque j'ai joué longtemps en Alsace. Et puis ça s'avère que j'ai décidé de partir pour rejoindre Mulhouse et pour travailler à côté. Donc actuellement, je travaille dans une boîte de
on va dire, de communication. Et sincèrement, je suis vraiment, vraiment satisfait de mon choix. Je pense que c'est vraiment intéressant de travailler à côté. Ça nous permet de voir ce qu'est la vraie vie professionnelle. Alors, point positif ou point négatif d'avoir son président employeur? Ben, on va dire que ça dépend des jours, ça dépend des heures. Non, ça se passe bien. Moi, c'est une petite structure. Donc c'est un peu à l'image du club. C'est une structure, c'est pas une structure familiale là où je travaille, mais voilà, c'est une petite structure. On est peu, donc on est comme une équipe. Moi, mon boss, donc voilà, je veux dire, en me recrutant dans son entreprise, il voulait également donner un peu cet aspect sportif à son entreprise. C'est-à-dire que, enfin, il y a des jours où c'est plus dur que d'autres, mais non, je suis vraiment satisfait. Au moins, il est flexible au niveau des heures d'entraînement. Je crois qu'il a pas trop le choix, quoi. Du coup. Ouais, bah du coup, de toute façon à Mulhouse, c'est relativement, voilà, on s'entraîne généralement à 18h, donc ça passe. Voilà, je me lève, je commence à bosser à 8h30, et puis je me libère à 18h. Mais oui, c'est vrai qu'à mon avis, c'est pas comme si, voilà, il est au courant que j'ai un autre boulot à côté et que c'est du sport, que ça nécessite aussi des fois des temps de récupération. Ça, de ce côté-là, c'est pas, voilà, c'est conciliant. Après, mon boss, c'est sa boîte, il faut qu'elle tourne, quoi. Hein. Ouais, il est pas là pour faire des sentiments, hein, mais bon, c'est relativement conciliant quand même. Alors, Mulhouse fait quand même un excellent parcours en Pro D2. Hein. L'objectif, en début de saison, c'était quoi? C'était les playoffs? Ouais, voilà, l'objectif, c'était... Enfin, l'objectif, on va dire officiel, c'était les playoffs. Pour pouvoir disputer, on va dire, la possibilité d'accéder à la LNH, vu qu'on avait fait quand même une saison relativement correcte la saison dernière, puisqu'on avait terminé 3e de Pro D2. Bon, sachant que les 5-6 dernières journées, il n'y avait plus rien à jouer à part cette 3e place qui était non qualificative pour la LNH, mais on avait également fait un bon parcours en Coupe de France. Donc il y avait quand même beaucoup de, voilà, les gens commençaient à parler, à dire Mulhouse. Donc nous on s'est dit pourquoi pas. Nous tous motivés, on est un groupe qui est arrivé, la majorité du groupe est arrivé l'année dernière. C'était voilà, l'ossature c'est quand même c'est des anciens mulhousiens plus des joueurs que j'ai côtoyés pendant longtemps à Célestat, comme Mehdi Guéry, comme Greg Martin, Sébastien Gallat et d'autres. Et c'est vrai que bon, cette saison, ça se passe bien, même si ça a été dur au début parce que on n'était pas préparé, voilà, à avoir un rôle de favori. L'année dernière, ça s'était bien passé parce qu'on nous prenait un peu pour des charlots et qu'on avait envie de prouver que c'était pas le cas. Et là, on a eu un peu plus de temps on a mis plus de temps pour lancer la machine, mais c'est vrai que là, aujourd'hui, oui, ça se passe bien. Ça peut vite aller dans l'autre sens, donc faut pas crier, enfin voilà, il faut pas s'enflammer non plus, mais on est content, il y a une bonne ambiance, non, c'est bien. Ouais, vous êtes pas mal parti. Benoît, une petite question? Oui, justement, si il s'avère que vous puissiez monter en LNH, tu parlais de commencer ta reconversion, est-ce que tu penserais à concilier toujours cette reconversion, même en LNH, ou ça pourrait être un break durant cette période? C'est une bonne question. J'y ai pas. Merci. Non, c'est une bonne question. J'ai pas pris le temps. J'y ai déjà pensé, mais j'ai pas pris le temps d'y réfléchir plus que ça. C'est vrai que même bon, ça fait maintenant longtemps que j'ai quitté. Enfin, ça fait 2 ans que j'ai quitté la LNH, mais je pense que ça a encore évolué. Ça demande encore plus de temps d'investissement, des déplacements, des entraînements. Enfin voilà, c'est vraiment la recherche de la performance plus qu'en D2, même si la D2 ça tend vers ça. On peut quand même aussi s'en sortir par voilà, moi je fais peu d'entraînement aujourd'hui, je fais pas de muscu, je m'entretiens, je fais le minimum parce que je suis fatigué, donc je dois gérer avec ça. Et je sais que ouais, quand LNH, ça passerait pas. Donc ouais, c'est une bonne question, mais d'un autre côté, je suis vraiment satisfait de travailler parce que voilà, et puis moi j'ai besoin, je pense j'ai besoin d'avoir pas de centre d'intérêt, mais d'avoir des choses à faire pour quand ça va un peu moins bien dans l'un, je
peut essayer de trouver un peu de force dans l'autre, quoi, pour essayer d'équilibrer les choses. Mais c'est une bonne question. Je sais pas. Aujourd'hui, je sais pas. Mais bon, j'ai quand même envie de continuer à travailler. Bah, Victor, est-ce que Mulhouse, si ils viendront monter en LNH, est-ce qu'ils ont, d'un point de vue structurel et financier, les moyens d'y accéder? C'est une bonne question. Bon, je suis pas non plus, je suis pas non plus dans tous les secrets du club, mais c'est une question qu'on se pose aussi en tant que joueur. Après, c'est vrai que c'est dans la boîte du président, donc j'ai quand même une dernière nouvelle un peu fraîche, mais apparemment, aux dernières nouvelles, non. Aux dernières nouvelles, ça serait du faisable. Après du faisable, on sait très bien qu'aujourd'hui, pour évoluer en LNH, il y a un budget minimum qui augmente chaque année, qui doit être à peu près 1,4 million, je pense, l'année prochaine. Mais bon, c'est un budget qui permet de pouvoir évoluer en LNH, mais c'est pas un budget qui permet de se maintenir. Donc après, c'est au club de faire en sorte d'attirer des nouveaux partenaires privés, de développer tout ça, quoi. Le Mulhouse, c'est un club qui est jeune puisque il a c'est issu d'une entente de 4 clubs de la région. Il est club depuis 2 ans uniquement, je crois. Là, on a eu une équipe 2, on a eu une section jeune. C'est un club qui est en train de se construire. Et il faut justement, tous les gens qui sont derrière, tous les dirigeants, passent du temps pour essayer de structurer tout ça. Et puis, c'est vrai qu'aujourd'hui, la mission actuelle, c'est d'essayer de trouver des partenariats et privés, et puis de voir avec les partenariats publics pour essayer de voir si ça va suivre derrière. En tout cas, nous, en tant que joueurs, c'est vrai qu'on espère que ça soit possible, parce que ça serait quand même dommage d'arriver à accéder à une montée, puis pas pouvoir le faire. Ça doit être dur psychologiquement. Mais bon, pour le moment, on y croit. Apparemment, dernière nouvelle, ça semble plutôt bon. Donc à nous de montrer qu'on est capable de... Vous êtes à combien au niveau du budget actuellement? Actuellement, je crois que c'est aux alentours de 750 000, 800 000 euros. Donc il faudrait presque doubler. Ouais, c'est pas presque, il faudrait doubler. Il faudrait doubler. Il faudrait doubler le budget. Donc de toute façon, ils savent qu'il y a c'est une rude mission, que de doubler le budget. Hein. Ouais, et puis il faut faire appel. On attend des investisseurs un peu du côté de Mulhouse. D'un point de vue sportif, Dijon qui semble un peu largué depuis la victoire d'Aix, justement. Est-ce que Aix semble un peu intouchable et vont monter directement en LNH, ou alors est-ce que Mulhouse, par même Billère, peut encore les titiller? Mais en fait, tout à l'heure, je me pose la question. C'est Aix qui est premier, c'est ça, hein? Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est Aix qui est premier et Billère suit d'un point. Ok. Ouais. Non, parce que je sais plus. Non, oui, sincèrement, Dijon. Après, moi, je pense que Dijon est pas. Enfin, Aix, c'est pas une équipe qui réussit à Dijon, donc moi, j'étais quasiment sûr que Aix allait gagner là-bas. Du coup, c'est vrai que Dijon se retrouve un peu dans une situation où même s'ils gagnent tout, il faudrait qu'il y ait 3 équipes qui fassent des faux pas devant eux. Après Billère, cette saison, une équipe étonnante qui a des grosses valeurs. Et outre ça, ils ont toujours eu des valeurs, mais c'est une équipe qui a pris un peu une dimension tactique, une dimension puis ils sont sur une bonne lancée. Donc sincèrement, je vois mal Billère perdre des points jusqu'à la fin de saison. Et après Aix, c'est une grosse écurie. Ça fait maintenant quelques années, enfin même beaucoup d'années qu'ils annoncent la montée ou alors le haut de tableau, et qu'au final ils se retrouvent souvent juste derrière ce haut de tableau. Je pense pas que là qu'ils y sont maintenant, ils vont lâcher le morceau. Après nous sincèrement, si on gagne tous nos matchs, on a des grandes chances de finir premier aussi. De toute façon, après ça va jouer un peu, ça va jouer une équipe comme Aix qui a recruté des jokers, Dijon aussi apparemment qui se renforce pour avoir un peu de jus. Moi je pense pas que Mulhouse sera capable de faire ça. Mais après après il reste 7 matchs, ça va jouer à la motivation, ça va jouer un peu peut-être à la fraîcheur. Mais moi je pense que toutes les équipes ont leur chance, même si Aix a un avantage vu qu'ils ont leur destin en main. Mais bon, nous on sait aussi qu'on a notre destin en main vu qu'on va aller à Aix. Donc
il suffit de battre Aix, et puis, enfin, il suffit, ça va pas être facile, mais. Qui pourra jouer. Oui, enfin voilà, quoi. Après, il y aura beaucoup de matchs difficiles, parce que c'est un championnat avec cette nouvelle formule qui est vraiment intéressant. Parce qu'il y a au moins, il doit y avoir 5 équipes qui se battent pour cette dernière place qualificative pour les playoffs, qui sont pas forcément sûrs de se maintenir non plus s'ils ont 2-3 résultats négatifs. Donc voilà, il y a des équipes qui se battent pour le maintien. La fin du championnat, elle va être compliquée pour tout le monde, y compris pour les équipes de tête, quoi. Ouais, effectivement. Benoît? Oui, Victor, tu parlais justement de Dijon et en tant qu'ancien Dijonnais comme toi, je voulais savoir si, vu que tu es parti déjà depuis bientôt 10 ans, est-ce que tu as eu des envies de revenir ou des contacts, ou est-ce que ça a été voilà, une période que tu as passée à Dijon et maintenant tu es passé vraiment à autre chose? Ouais, c'est une bonne question, encore une, mais ouais, c'est vrai que j'ai fait toutes mes classes jeunes à Dijon. Bon, je suis parti relativement tôt parce que j'ai juste fait un an en senior, à l'époque où on est monté de N2 en N1. J'ai fait l'année en N2 avec mon Mocure, avec toute cette génération-là. C'était sympa. Après, j'ai jamais eu j'ai jamais eu de contact officiel avec Dijon, même quand ils sont remontés en D1 et sincèrement, j'ai vécu 7 ans en Alsace. C'est là-bas que j'ai connu le haut niveau. Je suis parti à Créteil en ayant l'ambition de découvrir autre chose que le maintien. Bon, malheureusement, j'ai connu la descente. Mais j'ai jamais eu vraiment envie plus que ça que de revenir à Dijon. Pourquoi, je sais pas trop, parce que je suis content d'être ailleurs. Mais ouais, je suis quand même plus particulièrement l'équipe de Dijon, même quand elle était en D2 ou quand l'année dernière quand elle était en D1, parce que ça reste le club où j'ai fait mes classes, où j'ai mes potes qui jouaient. Voilà, Marc Poletti, j'ai joué depuis Poussin avec lui, quoi. J'étais sympa de se retrouver sur le terrain, parce qu'on s'est jamais vraiment retrouvé, on n'a jamais souvent joué l'un contre l'autre. Mais ouais, c'est un club auquel je fais attention, mais des envies de revenir, non, pas forcément. Alors, la page est tournée. Ouais. Bah, justement, une petite question sur votre avenir. Il vous reste combien de temps avec Mulhouse, alors? En fait, comment on va dire, le fait est que je suis en contrat indéterminé avec le club de Mulhouse, parce que j'ai quitté l'équipe de Créteil un peu. Voilà, j'ai quitté alors qu'ils n'étaient pas d'accord, et j'ai rompu mon contrat à durée déterminée en signant d'abord un CDI avec mon employeur, donc avec la société de communication Click Plus. Par contre là, j'ai mon voisin qui me Et c'est interdit à sortir. Ah mais là, c'est énorme. Attendez. Ouais. Faut appeler les flics là. Ah, Tapage nocturne. Soit il essaye de rentrer dans la maison ou... Cambriolage. Ouais, c'est vrai, Victor. Faites gaffe, votre voisin, c'est un hargneux. Hein. Ça va, là, il est encore 21h, il fait des passages jusqu'à 23h. Ah, bah, dis-le. Mais bon. Alors, on va pas vous retenir plus longtemps, Victor. Hein, juste, donc vous avez coupé avec Créteil pour signer un contrat à durée indéterminée avec le seul CDI du handball de l'histoire du handball. Du handball masculin, parce que Alison Pinault. Alison Pinault est une fille de Mulhouse aussi qui est partie de Dijon, elle est partie qui est à Besançon aussi, l'évêque, je crois. Mais bon, moi, il faut savoir que oui, j'étais en conflit avec eux. D'ailleurs, je sais pas, Bacti pourrait vous en parler. J'avais la volonté de partir, ils n'étaient pas forcément d'accord. J'étais envoyé en contrat. Il y a eu des négociations entre les divers clubs. Moi, j'ai fait savoir que c'est la loi du travail qui permet de rompre un CDD quand on signe un CDI. Donc, c'est ce que j'ai fait avec mon employeur Click Plus, le boulot. Et comme il y a eu comme c'était un conflit, j'ai préféré pas. Bon, on m'a proposé un CDI également handball que j'ai signé, mais après voilà, hein,
Donc vous n'êtes pas prêt de quitter Mulhouse. Non, au jour d'aujourd'hui, je suis venu pour avoir une expérience professionnelle. Voilà, après le jour où se posera la question de, je veux dire, un CDI, je pense que des deux côtés, c'est quand même facile à rendre. Donc, j'ai envie de partir, mais après, voilà. Ouais, on sait pas les opportunités. Allez, dernière petite question de Stan avec la petite phrase, et puis on va vous laisser le temps. Ok. Ouais, alors une petite question que tout le monde se pose, droitier ou gaucher? Non, à la base je suis droitier. Donc vraiment, je suis qu'un droitier, sauf quand j'étais jeune, mon père m'a fait m'entraîner à main gauche contre un mur. Et puis au bout d'un certain temps, j'ai gagné de la force. Et puis c'est vrai que je suis capable des fois de mettre des tirs de la main gauche. Bon, c'est plus facile à 6 mètres ou à l'aile, mais à 9 mètres, ça m'est aussi arrivé. Mais bon, non, je suis pas ambidextre du tout. Je suis un droitier qui sait relativement bien se servir de sa main gauche. Mais après, quand j'étais jeune, on m'a dit, il faut que tu choisisses, vaut mieux être fort d'une main que moyen des deux. Donc j'ai pas travaillé ça plus que ça. Okay. La petite phrase. Ouais, la petite phrase que tous les invités ont la gentillesse de dire pour nous. Ici Victor Boileau, bienvenue sur Radio Talk and Sport. Eh ben, je vais faire comme tout le monde. Donc ici Victor Boileau, bienvenue sur Radio Talk and Sport. Merci Victor. C'est parfait. Merci Victor, et puis essayez de déménager parce que ça va pas être agréable quand même. non, apparemment les travaux sont finis la semaine prochaine, donc on va aller. Déjà que t'as des grosses journées, surtout tu peux pas dormir. Ouais. C'est la merde. Ouais, effectivement. Merci à vous pour l'invitation et puis bonne continuation à vous alors. Merci Victor et bonne chance pour la fin du championnat, notamment avec un match important face à Mikael Elias. Ouais, de toute façon, ouais, mais il y en aura avant et puis il y en aura après des matchs. Mais c'est vrai que celui-là, il sera intéressant à jouer. Ouais, effectivement. Merci Victor d'avoir été avec nous. D'accord. Et au plaisir. Ok, au plaisir. Bonne soirée à vous. Merci, au revoir. Merci. Alors, il nous reste 6 minutes, les amis. Même pas 4 minutes pour parler vite fait de LNH. Il y a un match qu'on va suivre en direct sur Radio Talk Sport. C'est mercredi. C'est le match Tremblay-Montpellier. Donc, on va mettre en place un effectif spécial pour ça. Il y aura Thomas Mira qui est avec nous ce soir, qui se rend direct de Tremblay pour des interviews de Tremblaysiens et pourquoi pas de Montpelliérains. Petite question quand même à nos spécialistes avant de passer à l'édito de Ben. On sent que s'il y a une équipe qui peut battre Tremblay, c'est Montpellier, qui peut battre Montpellier, pardon, c'est Tremblay. Ça y est, tu l'as fait le lapsus. Ouais, lapsus. C'est mort. Entre deux coupes, voilà, il y a un match important qui va se jouer, c'est Montpellier-Barcelone. Alors peut-être que Canaillé va mettre au repos certains cadres. Il me semble que si il y a un moment opportun de prendre Montpellier, c'est mercredi, Ben. On va espérer que justement les choix de Canaillé qui d'habitude lui ont souvent été reprochés justement de ne pas en faire et de tout mettre à chaque match. Peut-être que sur celui-là, si on joue bien le coup et qu'on les pousse dans les derniers tranchements, peut-être que il préservera quelques joueurs et qui nous permettront de remporter ce match. Mais sinon, à effectif complet, je pense que ça risque quand même d'être compliqué, même si on va mettre tout en neuf pour les matchs. Ouais, surtout qu'une victoire de Tremblay vous rapprocherait de Nantes. Mika, est-ce que tu crois que l'exploit est faisable du côté de Tremblay? Comme le dit Ben, s'il y a l'effectif au complet, j'y crois pas trop. Après, maintenant, s'il a l'intelligence, j'ai envie de dire, de laisser quelques joueurs au repos, il y a quelque chose à faire. Et puis, je crois que Tremblay était un peu encensé récemment dans un espèce de dossier sur la LNH. Ils ont été placés dans les grandes écuries qui peuvent battre les gros cadors, donc à eux de tenir leur rang. Ah, j'ai pas eu le loisir de lire ça, tiens, faudra le faire circuler. Il y a un autre match qui promet, surtout pour l'avenir peut-être de Toulouse, n'ayons pas peur des mots. Toulouse qui est mal en point dans ce championnat, qui flirte un peu dangereusement avec la relégation.
Mika, un avis sur ce match-là, c'est victoire obligée pour Toulouse. Ouais, mais bon, Saint-Raph vient de perdre en Coupe de France. Ça doit être un coup dur pour eux parce que ça reste c'est une des seules compétitions. C'était, je crois, la seule compétition qui restait où ils avaient une chance de gagner quelque chose. Donc ils vont être vexés et en championnat, je pense qu'ils vont pas vouloir lâcher des points et je vois franchement en prenant les deux dynamiques, je vois mal Toulouse réussir à battre Saint-Raphaël même s'ils sont chez eux. Un petit mot Benoît sur ce match-là, Toulouse-Saint-Raph. Ouais, mais justement, ce que je lisais un petit peu des comptes rendus de match, et c'est vrai que Saint-Raphaël a très mal entamé son quart de finale contre Istres. Et vu la date du match très rapprochée, puisque le match c'est demain, peut-être que justement Godin et les joueurs avaient déjà en tête ce match contre Toulouse, et d'où une implication peut-être un peu moins importante sur ce quart face à Istres, même s'ils ont été jusqu'en prolongation. Mais j'ai cru comprendre que sur l'entame du match, ça n'avait pas été très satisfaisante de la part des Raphaélois, et du coup voilà, ils ont peut-être abordé différemment ce quart pour vraiment être performants sur ce match à Toulouse. Donc Saint-Raphaël doit même relever la tête et donc s'imposer pour confirmer cette place et aller chercher ce tour qualificatif en Ligue des Champions en étant troisième du championnat. Je pense que c'est vraiment la priorité absolue pour le club, c'est de vraiment passer encore un palier et d'accrocher cette troisième place. Donc vu que c'était compliqué de l'avoir via la Coupe de France, je pense que la priorité va être au championnat. Allez, on passe à l'édito de la semaine de Benoît Perabou. L'édito de la semaine, Benoît Perabou. Eh ben, c'est sûr que là, vu le calendrier, quoi de mieux que de vous faire un peu partager un peu la vie du groupe à 2 jours d'un match vraiment très important pour nous. Donc c'est vrai qu'on on a eu 10 jours pour se recharger un petit peu de temps physiquement que psychologiquement, vu qu'on n'a pas joué ce week-end en Coupe de France. Donc on a essayé vraiment de récupérer, de retravailler un petit peu aussi au niveau physique et musculaire pour vraiment pouvoir les inquiéter sur ce match de mercredi contre Montpellier. On a fait deux entraînements très intéressants, je vais dire, aujourd'hui, avec travail musculaire ce matin et pas mal d'opposition. On est revenu beaucoup sur la défense. On va même mettre en place quelques petites surprises pour les Montpelliérains, essayer de les prendre un petit peu différemment, pas être dans un registre où ils nous attendent, essayer un peu de surprendre cette équipe et de leur mettre beaucoup de pression pour que justement on arrive à les pousser vraiment dans les derniers tranchements et mettre énormément de jeu, énormément d'intensité dans tout ce qu'on va faire. Et pour que peut-être à un moment, si ils ont des choix à faire, ils fassent le choix de peut-être lever un peu le pied pour sachant que voilà, on aura mis tellement d'intensité et tellement d'envie que pour eux leur faire comprendre que pour eux ça va être très compliqué mercredi soir. Donc on s'est attaché à travailler ça ce soir à l'entraînement en espérant que tout ce que on a réussi à mettre en place à l'entraînement, on arrive à le reproduire. Et donc on va essayer mercredi, on a encore une séance demain où on va faire encore quelques petits réglages. Et mercredi devant une salle comble, puisque vraiment il y a une très très forte demande pour venir voir ce match. Peut-être les gens viennent autant, voire plus pour Montpellier que Tremblay, mais en tout cas la salle sera quand même pleine, acquise à notre cause. On a une tribune supplémentaire derrière le but, donc il va vraiment y avoir une belle ambiance, un peu à l'image de Chambéry. Donc on va essayer d'être aussi performant et que le résultat soit le même. Alors, il y a eu quand même une bonne nouvelle, Benoît. Il y a eu un joueur de votre effectif qui a été élu meilleur joueur du mois de février quand même. Exactement, il y a eu une très bonne propagande de la part du club de Tremblay qui a tout mis en œuvre pour faire élire Dragan Pokuka, notre gardien. Et c'est grâce à lui aussi qu'on a réussi à faire un très bon mois de février, puisque on a enchaîné 3 victoires d'affilée.
Il a fait vraiment des performances de très haut niveau et on sait que de nos jours le rôle de gardien de but est primordial et si la paire de gardiens n'est pas minimum 12 voire 14 arrêts, c'est très compliqué de gagner un match et donc sur nos sorties au mois de février, il a vraiment été très très performant et c'est bien mérité ce trophée. D'ailleurs, on va remercier notre équipe de Handé. On va se quitter justement par une petite propagande, comme tu l'as dit. C'est assez marrant. On va écouter le son juste après, donc restez à l'antenne. C'est sur l'élection du meilleur joueur du mois de février. N'oubliez pas, lundi prochain, Benoît, on a oublié de le dire. Gros rendez-vous sur Handé avec l'ouverture du nouveau site RTS. Notre parrain, Jérôme Fernandez, sera avec nous. Exactement, on a tout mis en œuvre. Il faut remercier Kevin Barbaro qui a très bien travaillé pour être dans les temps. Donc on va avoir notre nouveau site, une belle page, pas mal de vidéos dynamiques. Ce sera beaucoup plus visible pour tous nos fans. Et par rapport à ce lancement, on a invité Jérôme Fernandez pour notre parrain, pour faire un peu la promotion et nous raconter un petit peu l'évolution de Toulouse actuellement en difficulté. Ouais, effectivement. Écoutez, je pense qu'on peut conclure cette émission, 21h34. Donc on va en grosse émission la semaine prochaine, vous l'avez compris. On va remercier Thomas qui a du boulot encore avec 2 interviews assez sympathiques à retranscrire pour notre partenaire Handplanet qu'on salue, et j'en profite pour saluer handball.fr il va travailler pire qu'un chinois. Ouais. Et n'oublie pas. Non, ça va, c'est tranquille. C'est un travail agréable à faire. Et n'oublie pas, en plus de ça, mercredi, t'es du côté de Tremblay pour. Oui, envoyé spécial. Envoyé spécial du côté de Tremblay. Merci Thomas d'avoir été avec nous ce soir. Merci à vous et à lundi prochain. Toujours autant de plaisir de partager 1h30 d'handball avec Mickaël Hillel. J'espère un jour pouvoir avoir la chance de voter pour toi, meilleur joueur de Pro D2, ça serait sympa. Ah bah écoute, pourquoi pas, mais bon. L'équipe de Handel s'occupe pas de faire la propagande. Je troquerai tous les trophées de meilleurs joueurs pour une simple montée en LLH. Ouais, tu m'étonnes. Merci Mika, et puis à la semaine prochaine. Merci à vous, ciao. Stan, on se retrouve mercredi pour une émission un peu spéciale, Liberté pour les auditeurs, spéciale Tremblay, il me semble. Eh ouais, l'un n'empêche pas l'autre, bien sûr. Donc il y aura du débat, il y aura du direct, il y aura peut-être des réactions de joueurs, on espère. J'aurai des invités, je recevrai Michel Pertus, la présidente de l'USS qu'on avait déjà reçue, pour ce derby, nous parler un petit peu de ce derby Saint-Étienne-Lyon. Nous aurons aussi Émilie de l'équipe Quand on aime le foot, on parle foot, pour nous parler aussi ce qu'elle est supportrice de Marseille. Donc on va essayer de faire un condensé un petit peu de tout mercredi, donc un moment à ne pas louper, je pense. Ouais, un moment à ne pas louper. Écoute, n'oublions pas Benoît Perabou. Tu pourras me dire c'est qui Marion quand même sur Twitter, Benoît. Tu veux me créer des problèmes ou quoi? Ah bon, c'est déjà fait depuis longtemps maintenant. C'est une connaisseuse, une tweeteuse invétérée qui nous suit et connaisseuse nous en ou remercie. connaissance? Pardon? Connaisseuse ou connaissance? Connaisseuse d'handball. Connaissance via réseaux sociaux, mais pas connaissance. Merci. Ouais. On en profite, Benoît, pour saluer tous nos auditeurs et auditrices qui nous écoutent. Donc c'est toujours aussi sympathique de partager plus d'1h30 de handball. Merci Benoît, à la semaine prochaine. Merci à vous et à mercredi Thomas pour le grand match. Ouais. À mercredi Ben. Allez, chose promise, chose due. Dragan 2012 pour toi public. C'est pas la faute de Wiz Dragan Pokuka qu'on a gagné. C'est une pure propagande de la part de toute l'équipe de Tremblay et de Vanessa qui doit nous écouter. Allez, on passe un peu. C'est assez marrant. Écoutez ça, c'est The Artist à côté, ça peut se rasseoir. Allez, on écoute. Vous me demandez une réaction sur la victoire de Dragan Pokuka? Mais elle était orchestrée cette victoire, établissons la vérité. Il a été nommé pour l'élection du meilleur joueur du mois. Au mois de février, il y a eu 3 matchs de comptabilisés. Alors c'est un peu plus facile de prendre moins de buts sur 3 matchs que sur 4. Puis Dragan est gardien, il est pas seul, il a une défense. Donc en fait, c'est la défense tremblésienne qui a été nominée, faut pas se le cacher.